J'espère que vous appréciez notre podcast. Si jamais vous voulez nous supporter et acheter une copie du livre D'endetté à millionnaire, disponible sur le site votreconseiller.net au coût de 7,95 $, lâchez-vous lousse, ça va nous faire plaisir. Merci de votre support. Passez une belle journée. Donc, salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Le Trio économique. On est rendu à l'épisode 23, si ma mémoire est bonne, ou 24, je ne sais plus. Ça veut dire que ça fait 23 semaines qu'on se parle. Oui, ça fait 23 semaines qu'on se parle, même un peu plus parce qu'on a sauté une semaine à un moment donné donc, ça ferait 24 semaines. Là, ouais, je me souviens qu'on a sauté une semaine quand je déménageais. Oui, c'est ça, quand tu déménageais. Puis ça, là, surprenez-vous pas, les gens, Yann n'est pas là pour le commencement, c'est parce qu'il est avec un client là, pour votreconseiller.net. Fait que j'imagine qu'il va se joindre à nous dans le courant du podcast. On va quand même passer un seuil symbolique là, des 10 000 téléchargements là, uniques sur Anchor. Fait que ça ne compte pas les gens qui regardent sur YouTube. Évidemment, sur YouTube, je pense que c'est quand même plus que ça. Ça commence à tourner aux alentours de 900 à 1000 par épisode. Fait que faites le calcul depuis le début. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins, dépendamment des sujets. Fait qu'on essaie d'y aller avec des trucs qui vous intéressent. Là, ça fait 4 semaines ou 3 semaines que j'essaie de t'amener sur un article, Vincent. Ouais, je pense que ça fait un bout. Mais ça ne donne jamais. Fait que là, je vais en profiter avant qu'Yann se connecte pour qu'on enligne là-dessus. Dans le fond, c'est un article que tu as écrit pour le Fraser Institute qui s'appelle Economic Freedom Promotes Upward Income Mobility. Puis là, il y a un sous-titre, mais je vous passe les détails. Mais avant que tu t'enlignes là-dessus, Vincent, je voudrais que tu nous parles peut-être un peu du Fraser pour les gens qui ne connaissent pas, dans le fond, cet institut-là, parce que depuis le début du podcast, tu as parlé du Cato Institute, puis il y a le Fraser qui revient quelques fois. Peux-tu nous parler un peu de ta collaboration avec cet institut-là, puis qu'est-ce qu'ils font là, en gros, là, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas encore c'est quoi. Là. Bon, ben pour les auditeurs, il y a comme à peu près 6 ou 7 gros think tanks. Si tu es québécois que tu veux suivre, il y a l'Institut économique de Montréal pour des trucs en français. Tu as le Fraser Institute, le Cato Institute, American Institute for Economic Research et le Independent Institute. 5 d'entre eux sont anglophones, mais l'autre au Canada qui est vraiment intéressant, c'est le Fraser. Puis le Fraser, la raison qu'ils sont intéressants, c'est que c'était le premier gros think tank hors États-Unis. Et le Fraser est probablement, je pense, presque aussi gros que le Cato, puis le Cato, c'est le plus gros dans le monde. C'est juste pour mettre les gens dans un peu l'image, c'est un vraiment gros think tank. Et ce qui les a fait connaître, c'est qu'ils ont leur motto que « If it matters, measure it », dans le sens qu'on doit mesurer les choses qui apparemment comptent. Et un des points que tu avais, pour mettre les gens dans le contexte, des années 60, 70, 80, tu avais des Milton Friedman, tu avais des Hayek qui parlaient de l'importance de la liberté économique. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une mesure de ça. C'était comme plus le concept en soi. On avait plusieurs articles qui nous permettaient de tester les effets d'un changement dans ce qui était clairement de la liberté économique, mais on n'avait pas une mesure précise qui permettait de comparer des pays à travers le temps, l'importance de la chose. Et dans les années 80, si je n'oublie pas la fin des années 80, le Fraser a commencé à assembler le Economic Freedom of the World Index. Et l'idée, c'est de prendre des mesures objectives, donc des données qui étaient disponibles, pas d'arbitraire, et d'utiliser les données pour créer un index. Et l'index, c'est l'index de liberté économique qui est entre 0 et 10. 0 étant la plus faible valeur de la liberté économique, le plus élevé étant 10, où est-ce que tu es une économie excessivement libre. Cet indice-là est vraiment très populaire. C'est rendu, je pense, je regarde là, live on the spot, j'allais dire, c'est l'édition de 2021 qui est sortie il y a quelques semaines. Là. Il n'y a pas vraiment, je pense que c'est sorti le 14 octobre. C'est pas dans cette édition-là, Vincent, qu'on a vu le Canada justement passer en dessous du top 10 pour la première fois depuis... un vraiment long moment. Mm-hmm. Je pense que c'est comme la 28e ou 29e édition. Je ne suis pas 100% sûr. Là. J'hésite sur les chiffres, mais anyway, c'est vraiment une des éditions les plus importantes. Et
ce qu'ils font, c'est qu'ils en regardent. Et ça crée vraiment beaucoup d'effets dans. Beaucoup de gens n'ont pas aimé, surtout les gens de gauche, parce que ils n'aiment pas les manières que la mesure est faite, ils trouvent qu'il y a peut-être un aspect idéologique, mais la réalité, c'est que c'est vraiment vraiment un très bon prédicteur de plusieurs choses. La liberté économique est un bon prédicteur, par exemple, du niveau de revenu que tu as. Donc, peu importe comment tu fais les tests statistiques, tu peux clairement trouver que les pays les plus riches ont des effets, sont des pays qui sont plus économiquement libres. Quand tu essayes de voir, est-ce que c'est parce qu'ils sont riches qu'ils sont libres? Peut-être c'est ça. Peut-être c'est une réponse qui a quand même un certain élément de validité que peut-être la liberté, c'est quelque chose qu'on se permet quand on est riche. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule un peu là-dedans. On a des manières de le voir. Hein. On peut prendre les changements dans la liberté économique. Donc, quand on regarde les changements dans la liberté économique, les changements dans la liberté économique prédisent très bien les changements dans la croissance économique. Donc, ce n'est pas juste la question du niveau de revenu. Les changements dans le revenu sont très bien prédits par les changements de liberté économique. Et comme l'indice est un indice pas mal standard qui utilise la méthodologie de base que tout le monde se sert et que tu utilises des données objectives, donc il n'y a pas de jugement de valeur qui est fait, c'est vraiment les données que les pays eux-mêmes fournissent publiquement et sont utilisées pour créer l'indice. Tu vois toujours des bonnes associations. Et c'est assez clair, en fait. Il y a un article super connu dans un bon journal académique par Jacob Hall et Robert Lawson qui ont pris tous les articles qui existaient, qui utilisaient cet indice-là, puis c'était quoi leur résultat. Ouais. Dans à peu près comme 90% des cas, les articles qui étaient recensés, la liberté économique était associée à un résultat que tu jugerais positif. Donc, normativement désirable, des gens plus riches, des gens plus en santé. Donc, c'est assez clair comme littérature. Mais il y avait des espèces de points morts, ou est-ce que des angles morts, en fait, dans la littérature, puis c'est là que moi j'arrive. C'est qu'il y avait des choses qu'on n'était pas 100% sûr qu'on ne pouvait pas mesurer, comme par exemple la mobilité sociale. Ouais. La mobilité sociale, c'est excessivement difficile à mesurer, d'une part, parce que, comment tu mesures ça et que tu compares à travers les pays. Ouais. Mais pour donner une idée aux gens, par exemple, une société où il n'y aurait aucune mobilité sociale, théoriquement, ce serait une société de caste, par exemple. Oui, il y aurait deux. Il y a ça, mais mobilité sociale, il y a deux aspects à ça. C'est est-ce que ton revenu augmente? Donc, si, mettons, tout le monde dans la société augmente de 2 %, il y a une mobilité de revenus, mais ce n'est pas une mobilité relative. Donc, tu vas avoir de la mobilité absolue. La mobilité absolue, c'est que ton revenu augmente. La mobilité relative, c'est que le revenu du plus pauvre augmente plus vite que celui du plus riche. Donc, ça veut dire que c'est possible de se hisser au top de la distribution, ce qui veut dire aussi, by the way, ça c'est tout à fait normal, les gens oublient ça, puis c'est sous-estimé, que c'est très rare les fortunes qui persistent. Celles qu'on observe, c'est parce qu'elles sont tellement rares, mais le nombre de fortunes de gens riches qui ont persisté historiquement sont très peu nombreuses, se dilapident très, très vite. Ils régressent vers la moyenne à toute fin pratique, c'est la manière de le dire. Mais tu sais que ce que tu dis là, Vincent, ça va à l'encontre du mythe marxiste de la paupérisation. Là. C'est que ça vient de oui, absolument. Mais le marxisme, c'est beaucoup de mythes. Oui, ben c'est ça, mais juste pour expliquer aux gens, paupérisation, c'est un mot compliqué qui est inventé, je pense qu'il est inventé par Marx ou Engels, là, je ne sais plus lequel des deux, mais l'idée, c'est que la fameuse phrase que vous entendez tout le temps, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Là. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Paupérisation, en passant, ça vient du mot en anglais paupers, puis c'est le nom que tu donnais aux gens qui allaient à la maison des pauvres puis qui demandaient de la charité. C'est de là que ça vient. Paupérisation, c'est que tu t'en fais un processus. La réalité, c'est que quand tu regardes maintenant, parce que c'est difficile de comparer, on a des mesures pour tous les pays ont une mesure ou une autre de mobilité sociale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de base de données internationale qui les rendait comparables. Jusqu'à ce qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, il y a plusieurs enquêtes qui ont essayé de créer des mesures internationales. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est OK, il y a un mécanisme par lequel la liberté économique peut avoir un effet sur la mobilité sociale. Donc, ta capacité non seulement à gagner plus de revenus, mais aux plus pauvres de se hisser plus haut, de ne pas rester. Donc, pas t'imaginer, imagine, on peut faire un escalier où est-ce que tout le monde est sur sa propre marche. Une mobilité relative, c'est que tu peux monter d'une marche.
Une mobilité absolue, c'est que l'escalier au complet se déplace vers le haut, mais toi, tu restes sur ta marche que tu étais. Donc, tu es relativement à la même position, comme par exemple, tu as ton même statut social, mais tu peux consommer plus. L'argument que moi, mes collègues ont fait d'une certaine manière, c'est que la liberté économique a deux effets importants sur la mobilité sociale. La première, c'est que les gens sont libres de faire des essais. Donc, ça, c'est un peu ce que, pour ceux que, là, on va faire un peu de philo, là, c'est de la liberté négative. La liberté négative, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche légalement de faire quelque chose. C'est-à-dire que tu n'as rien sur papier qui te prohibe une action particulière. C'est-à-dire que tu peux choisir des manières. Il n'y a pas de contrainte au choix. Exactement. Mais tu as aussi la liberté économique. Si tu es libre économiquement, tu peux faire des choix qui te rendent heureux. La liberté positive, c'est que tu as la capacité d'exercer des choix. C'est-à-dire que techniquement, je suis libre d'aller sur la Lune, mais je n'ai pas les revenus pour aller sur la Lune, donc ce n'est pas un choix pertinent pour moi. Si je deviens très riche au point que je peux aller sur la Lune ou avoir mon île dans les Caraïbes, soit dit en passant, je maintiens. Ouais. Là, ça devient un choix qui est pertinent pour moi. Il est dans l'univers du possible. Et là, je suis techniquement plus libre si je suis capable d'avoir accès à ce choix-là. Mais la liberté économique augmente la liberté positive dans le sens que si ça génère de la croissance, si ça génère du développement économique, tu vas avoir plus de liberté positive parce que tu es plus riche. Aussi, la liberté économique, by the way, a des liens avec la santé, avec l'éducation. Quand tu les compares, ce que ça veut dire, c'est qu'au final, c'est que non seulement tu es plus riche, donc tu as plus de choix que tu peux exercer, mais en plus, tu es en meilleure santé, donc tu n'as pas de limitation, d'handicap physique à faire certains choix. Et en plus, tu as une instruction générale qui te permet de comprendre l'information du monde autour de toi et donc de faire des choix. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'effet de la liberté économique sur la mobilité sociale est probablement très important, mais il n'y a personne qui l'a mesuré. En fait, tout le monde a tendance, quand il pense à mobilité sociale, à penser au rôle de l'inégalité sur la mobilité sociale, parce que la théorie qui est avancée, c'est que si tu es dans une société hautement inégale, c'est très difficile pour la personne au bas de l'échelle de grimper parce que elle n'a pas accès à des ressources nécessaires pour faire des investissements en éducation ou dans sa propre santé. Donc, elle a comme une sorte de barrière en vertu de l'inégalité. Ouais. La fameuse inégalité des chances. Oui, mais l'argument de plusieurs personnes, c'est que ça, c'est le mécanisme par lequel les inégalités peuvent réduire la croissance économique parce que des gens qui ont des talents potentiels, qui sont vraiment potentiellement très capables d'être productifs, n'ont pas de manière de faire des investissements eux-mêmes dans leur productivité. Alors, le résultat, c'est que les inégalités réduisent la croissance. Ça, c'est la raison pour laquelle certaines personnes sophistiquées à gauche disent qu'il y a un lien entre l'inégalité et la croissance économique. Et c'est un argument qui a une certaine valeur. Nous, ce qu'on fait dans l'article, c'est qu'on dit, OK, garde, fine, il y a probablement, théoriquement, il y a des bonnes raisons de croire que ça a une validité théorique, mais il y a une contrepartie, c'est que il y a des sociétés libres et des sociétés très libres peuvent peut-être contremander, donc de mitiger l'effet des inégalités. Et ce qu'on a décidé de faire dans l'article, c'est juste regarder à quel point il y a une association forte entre la mobilité sociale et la liberté économique. Puis la réalité, c'est que la relation est super forte. La seule exception, c'est la taille du gouvernement. La taille du gouvernement n'est pas un très, très bon prédicteur en général parce que la taille du gouvernement a comme un effet ambigu. Parce que la manière dont on mesure la taille du gouvernement, il y a les dépenses. Les dépenses, effectivement, probablement aident les plus pauvres à grimper, mais les taxes en même temps. Mais tu augmentes en même temps la taxation. Fait que comme il y a les deux composantes ensemble, l'effet, c'est que c'est possible que, disons, en intéressant d'aider les plus pauvres, aller, par exemple, à l'université, mais après ça, tu taxes les revenus, bien, OK, fine, tu rends plus facile d'aller à l'université, mais tu taxes le rendement d'aller à l'université. Donc, il y a un effet ambigu. Mais les autres composantes de l'indice des libertés économiques, qui sont les droits de propriété, la liberté de commerce international, la réglementation et la qualité du système monétaire, sont tous des prédicteurs très, très forts de la mobilité sociale. Puis quand tu regardes généralement, c'est quoi le pattern? C'est que les sociétés qui sont très libres ont des effets vraiment importants de la liberté économique sur la mobilité sociale. Le secteur qui a le plus d'effets, généralement, c'est la réglementation et les droits de propriété. Oui, mais justement, c'est là que je voulais aller. Puis on salue Yann qui s'est joint à nous, comme je vous l'avais dit, après sa rencontre avec ses clients. Mais Yann, justement, ça va peut-être t'intéresser parce que ça a un peu rapport avec tes expériences des derniers jours, je pense. Moi, je contribue à augmenter l'écart entre les riches et les pauvres en rendant les riches plus riches.
Oui, entre autres, là, mais ça, je ne voulais pas le dire. Là, mais bon, OK. tu as vendu le punch. Moi, Bon, j'accepte pas cet argument-là parce que quand tu fais des placements, ça, j'ai Pas un ça, argument, c'est une niaiserie. Calme-toi. je le sais, mais en même temps, faut tuer le mythe que. Parce que ça, c'est un mythe. L'idée, c'est que quand tu aides des gens à faire des placements, tu les rends plus riches. Effectivement, mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu rends des fonds disponibles pour faire des investissements. Fait que techniquement, les gens ne pensent pas ça, mais c'est pas parce que toi, tu mets de l'argent de côté dans une banque que l'argent va comme dormir là. Non, ça devient disponible pour la personne qui va aller à l'école, qui va acquérir un diplôme. Mais... Comment tu penses que les banques font des prêts aux étudiants? Ça ne sort pas. Ce n'est pas la banque qui est là. Oui, j'ai décidé que j'allais faire un prêt comme ça, puis j'ai aucun actif qui me permet ou de passif que je peux utiliser pour faire ça. Non, j'ai rien qui existe. C'est dans un vide complet. Non, la banque est consciente que Yann lui a prêté de l'argent. Elle peut se servir de cet argent-là que Yann a prêté à la banque en faisant des dépôts pour ses clients, qu'en retour, ça peut être aussi un fonds d'investissement, mais je simplifie en utilisant la banque. En retour, ça fait que l'étudiant peut avoir accès à un prêt, lui, qui devient un actif de la banque à toute fin pratique, pour que lui augmente son revenu. Donc, il n'y a pas vraiment de raison. Quand tu regardes empiriquement, c'est quoi l'effet de l'épargne sur l'inégalité, le lien n'est pas particulier. L'inégalité de revenus, l'effet n'est pas super clair. On traite souvent l'épargne dorénavant comme étant un vice un peu dans l'économie. Parce que si on épargne trop, ça veut dire qu'on n'utilise pas les ressources financières adéquatement pour stimuler l'économie parce qu'on a des économies basées beaucoup sur la consommation. Ça m'écoeure. Ça t'écoeure, En passant, ça doit être écœuré parce que c'est 15, là, ces niaiseries-là. Ouais, mais il faut faire de l'inflation pour euthanasier la rente parce que là, les gens, sinon, ils ne dépensent pas leur argent. Puis... Oui, c'est vraiment de la bullshit. La consommation, puis premièrement, la manière qu'on mesure, ça, c'est là qu'il y a des affaires vraiment ridicules. Puis ça montre, ceux qui utilisent ça, les économistes moyens ne vont pas dire que... La raison qu'on a un focus sur la consommation, c'est que s'il y a un choc inattendu sur la consommation, donc quelque chose de vraiment inattendu qu'on n'est pas capable de voir, là, ça peut créer une contraction. Si, par exemple, c'est comme un choc sur la demande agrégée. Ça, là, c'est la manière de le voir. C'est que, disons, demain matin, on détruit la moitié du stock monétaire. Right? Fait que la moitié de l'argent dans l'économie disparaît parce que la moitié de l'argent qui circule disparaît. Il faudrait que les prix tombent, mais les prix ne sont pas faciles à ajuster. Là, ça veut dire qu'il faut que tu aies une contraction, par définition. Il y a un ajustement qui doit se faire. Et dans ce cas-ci, tu peux avoir une récession. Mais ça, c'est parce que ce serait inattendu. Si demain matin, il y a quelqu'un qui était capable de faire ce que Goldfinger voulait faire dans le James Bond Goldfinger, ça aurait été exactement ça. Là. Les gens ne savent pas ça, mais dans Goldfinger, il y a de la théorie macro super développée, quand même sophistiquée, mais relativement aux autres films. Ça aurait eu cet effet-là. Mais la réalité, c'est qu'en termes de générer de la croissance dans le long terme, la consommation a zéro effet. Zéro. Ce qui détermine la croissance dans le long terme, c'est ce qui augmente la productivité. Et ce qui a tendance à augmenter la productivité, c'est l'investissement. Donc, c'est augmente le stock de capital humain, la qualité des technologies qui combinent le capital et le travail ensemble. Ça, c'est ce qui augmente la productivité. C'est ça qui compte, en fait, dans le long terme. Dans le court terme, la consommation, c'est seulement si c'est des chocs inattendus qu'il y a un effet. C'est que malheureusement, il y a beaucoup d'économistes et de politiciens qui voient l'investissement dans des produits d'investissement comme de l'argent qui sort du pays parce qu'on va avoir tendance, par exemple, à utiliser des fonds internationaux, tout ça. Fait que là, ils voient ça. Parce qu'il y a déjà eu des règles, par exemple. Écoute, c'était la règle dans le REER au Canada, c'était le tiers ou 50%? C'était le tiers de ton REER qui devait être canadien. Ça a été enlevé, cette règle-là, éventuellement. Heureusement. Heureusement. Yes. Mais on a déjà eu ce genre de règle-là. Pensez-y un peu, parce que justement, les politiciens pensent tout le temps que quand vous faites de l'investissement, si vous êtes vraiment un méchant investisseur, c'est que vous achetez des fonds d'investissement étrangers. Je ne suis pas méchant, Chris, je veux du rendement, c'est tout. mais justement, mais ça, attends, il y a deux choses là-dedans. Mais là, je te fais encore bifurquer, là. Vous n'en alliez pas là pendant tout. Oui, non, c'est correct. Tu rendais des gens riches, en gros, aujourd'hui. Oui, c'est ça.
Non, mais pour l'histoire des gens riches, ça me rappelle une conversation que j'ai eue, je ne sais plus avec qui, là, mais ça revient un peu à ce qu'on parlait dans l'épisode sur Amazon, là. C'est ah oui, mais là, ça n'a pas de bon sens comment ils se sont enrichis à cause de la pandémie, blablabla. Puis là, eux autres, ils font tellement d'argent. Puis c'est plus, je dis, ah, mais qu'est-ce qui t'empêche d'acheter des crises d'actions d'Amazon? Si c'est si rentable que ça, puis ils font tant d'argent que ça, pourquoi tu n'en possèdes pas? Toi aussi, tu vas devenir riche si c'est si facile que ça. Et je ne comprends pas, genre, ce raisonnement-là, que c'est comme si, Ouais, genre, mais il y a un train qui passe, mais accroche-toi après le wagon. écoute, il y a bien des affaires là-dedans à enlever. Puis je pense qu'il y en a une que cette semaine, ça m'a vraiment affecté. C'est un de mes collègues a sorti une étude sur les prédicteurs psychologiques puis là, c'est un économiste qui a fait ça avec des expériences en laboratoire, de qu'est-ce qui prédit ta préférence pour la redistribution. Et il était capable de catégoriser des traits. Et le trait qui était le meilleur prédicteur, ça s'appelait malicious envy. C'est-à-dire vraiment, c'est pas juste de l'envie dans le sens que tu voudrais dupliquer, tu voudrais être comme cette personne, parce que techniquement, être envieux, dans le sens que ça te pousse à l'imitation, c'est pas nécessairement mauvais. Mais de l'envie malicieuse, c'est différent. C'est-à-dire que tu veux faire mal à l'autre pour obtenir ce qu'il est. Genre quelqu'un qui va dans l'espace, j'aimerais ça que la fusée s'écrase, mettons. Exactement. Genre ça. Ouais. Mais ça, c'est le meilleur prédicteur des préférences pour la redistribution. Puis ça montre vraiment le point que je fais tout le temps, puis ça ramène un peu à l'étude qu'on mentionne, c'est que les inégalités ne sont pas problématiques dans certains contextes. Donc, si c'est le résultat d'un entrepreneur qui produit de la valeur pour tout le monde et que les gens achètent librement son produit, bien, techniquement, le bien-être de la société a augmenté dans ce processus qu'on vient de décrire. Mm-hmm. Et les gens, généralement, quand tu demandes dans des enquêtes sur les préférences des gens à l'égard des redistributions, quand c'est dans des conditions comme ça, les gens sont prêts à tolérer des distributions vraiment inégales parce qu'ils voient que c'est basé sur une utilité sociale. C'est-à-dire que il n'y a personne qui est perdant, en gros. Donc, ils se disent, c'est juste qu'il y en a un qui est gagnant plus que les autres. Ils ne trouvent pas ça inacceptable. Généralement, le malaise des inégalités augmente au fur et à mesure que ça devient difficile pour les plus pauvres de se hisser. Donc, ça veut dire qu'il y a comme des barrières qui protègent les riches. Donc, la mobilité sociale est difficile. Et quand tu as aussi le fait que le riche est rendu riche parce que, disons, le pauvre a été taxé pour retransférer vers le riche. Là, il y a un malaise très fort à l'égard des inégalités dans ces deux conditions-là. Mais quand tu regardes l'effet des inégalités, de la liberté économique, par exemple, sur la mobilité sociale, tu vois que ça augmente la mobilité sociale d'une part, et ça reverbe sur comment est-ce que les gens tolèrent ou refusent de tolérer les inégalités. Quand il y a une mobilité sociale très élevée, les gens tolèrent très, 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 très facilement les inégalités, le niveau de la distribution des revenus qui est observé. En fait, il n'y a presque pas de lien. Plus une économie est libre, sur la distribution des revenus, les liens disparaissent parce que dans des économies libres, tu as une mobilité sociale. C'est possible de grimper vers le haut. Mais tu sais, quand tu parlais de l'aspect réglementation, là, puis quand je lisais l'article que tu as mis sur le Fraser, là, dont on parle depuis le début, ça me faisait vraiment penser, par exemple, à l'exemple de Uber. T'sais, je me disais, bon, ben, les gens qui veulent un revenu d'appoint ou qui veulent faire de l'argent, ben là, ils conduisent un véhicule Uber pour faire rentrer de l'argent un peu, ou même, peut-être Yann embarquera là-dessus après Airbnb, c'est l'exemple à laquelle je pensais. Ben là, c'est facile pour eux d'aller chercher un certain complément de revenus, ils font leurs affaires, ils font de l'argent. Et là, tout d'un coup, le gouvernement arrive avec ses gros sabots, ils disent, ah ben maintenant, ça va vous prendre un cours de telle affaire, il va falloir aller chercher un permis, il va falloir aller chercher ci et ça. Puis toi, le point que tu disais, c'est ben, les gens qui ont un certain revenu, puis ont des moyens certains, ben, ils peuvent peut-être prendre un après-midi off pour aller faire les démarches, pour aller chercher le petit permis, ils peuvent payer les frais que ça donne, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Mais les gens qui n'ont pas d'argent,
puis qui se servent de ça pour aller chercher des revenus supplémentaires pour joindre les deux bouts, boucler la fin du mois, ben, eux, c'est une barrière à l'entrée pour eux. Puis c'est comme ça dans tous les domaines. On pourrait prendre l'exemple de la restauration ou en fait tout ce qui demande un permis ou certains règlements. Ben, les gens qui sont les gens qui ont les plus bas revenus, c'est eux que la barrière est la plus grande pour eux à l'entrée. Ça me faisait vraiment penser, Yann, à ce que tu racontais cette semaine par rapport au truc de Airbnb. Tu peux le résumer. Je vais faire un résumé vite. Tu sais, Airbnb, c'est souvent le premier pas dans l'entrepreneuriat de bien des gens. Là. Ils ont une maison, ils ont un chalet, ils veulent le louer. Fait qu'ils vont commencer à dealer avec des clients, tout ça. C'est vraiment les bases d'entrepreneurship. Fait que moi, je le vois vraiment comme des fois, on peut voir une création d'entrepreneur avec ce petit genre de business-là, veut pas. Aussi, un des effets qu'Airbnb a, qui est vraiment positif, présentement, le réflexe des touristes internationaux, c'est d'aller sur Airbnb quand ils vont dans un pays qu'ils ne connaissent pas, bien plus que de trouver un hôtel sur Google. Parce que c'est plus sympathique, c'est plus accessible. Tu as plus de variété. Exactement. Tu peux vraiment designer. Tu n'as pas accès normalement, etc. Exactement. Fait que moi, je trouve que ça a un plus qui est incroyable. Airbnb se fait mettre des bâtons dans les roues. Présentement, il y a un projet de loi qui est déposé. Puis les gens, on dirait, il n'y a personne qui allume sur les effets que ça va avoir. C'est qu'on va les obliger. En fait, on a reçu carrément un message d'Airbnb là, parce que, full disclosure, j'en ai un, Airbnb, moi puis ma femme. On est là-dessus depuis 2018. On a commencé à louer le chalet qu'on a depuis 2014, en fait. Puis justement, en 2014, on l'avait fait de la manière un peu classique. Parce que moi, j'ai tout le temps eu un principe de base avec le fisc, c'est toujours être le plus transparent possible avec eux autres. Fait que tous les revenus de location qu'on a depuis le début, on les a toujours déclarés. Puis en 2014, on était sur Chalet à louer, qui est un site québécois qui nous amenait des Québécois au chalet. On s'est inscrit à la CITQ. C'était un shack, ce chalet-là. Là. Fait qu'on avait 2 étoiles. Il y a vraiment un représentant de la CITQ qui était venu inspecter le chalet pour nous donner 2 étoiles. Puis, il avait fait le tour. Puis, ça, vous devriez changer ci, ça. Il nous avait forcé d'acheter une assurance responsabilité civile pour 2 millions de dollars. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait pu arriver à quelqu'un là, mais bon, il a fallu rajouter 1 million sur la responsabilité civile du chalet à l'époque. C'est des coûts supplémentaires. C'est comme 250$ pour la CITQ, plus l'assurance responsabilité civile de plus. Mais bon, on assumait les frais, puis on déclarait nos revenus. Puis parce que les deux, on est inscrits à la taxe, bien, la compagnie de gestion qui possède le chalet est inscrite à la taxe aussi. Fait qu'on chargeait TPS, TVQ aux gens pour la location du chalet. Tu sais, c'est vraiment clean, là. En 2018, on a eu la surprise de recevoir un compte de taxe municipale avec la taxe affaires dedans et non pas la taxe résidentielle. À Métabetchouan, à l'époque, c'était une hausse de 66% du taux de taxation. Fait que ça avait augmenté les taxes municipales de comme 2000$. Donc là, on a pété une note, là, on s'entend. Là, on donnait un ordre de grandeur, là, on tirait entre 4500, à ce moment-là, c'était 4500 5000$ de revenus à peu près d'Airbnb qu'on allait chercher. Puis on recevait une facture de plus de 2000$ supplémentaires de taxes municipales. Fait que là, on s'est informé comment sortir de la CITQ, de faire ça en toute légalité. Puis l'alternative à l'époque, c'était d'aller sur Airbnb. Parce qu'avec Airbnb, on n'était pas obligé de s'inscrire sur CITQ. Fait qu'on a fait du Airbnb depuis ce temps-là. Fait qu'on on a ramené notre taux de taxe à un taux résidentiel, puis tout a bien été. Là, on a reçu un avis comme de quoi Airbnb nous obligeait à s'inscrire à CITQ maintenant. C'était dans le nouveau projet de loi. Fait que nous autres, tout de suite, on sait la conséquence de ça, c'est qu'on va se ramasser encore avec la taxe à faire. Puis là, c'est plus le même chalet. Depuis ce temps-là, on a sacré l'autre à terre, puis on l'a refait au complet. Les beaux-parents vivent au premier étage, puis le deuxième étage, c'est notre unité à nous, puis on la loue. Les impacts que ça va avoir de s'inscrire sur CITQ, c'est que notre taux de taxation va augmenter de 4500$. La taxe municipale quand ça va être arrivé. Fait que là, j'ai téléphoné évidemment à Ville pour leur demander si l'obligation de s'inscrire sur CITQ va faire qu'on va encore passer à la taxe à faire. Elle dit que c'est pas elle qui décide, c'était l'évaluateur agréé, fait qu'elle va s'informer à l'évaluateur. Elle a contacté l'évaluateur, elle m'est revenue, puis elle m'a confirmé qu'effectivement, on passait un taux de taxation d'affaires à ce moment-là. Puis là, c'est plus 66% de hausse, by the way, c'est 75% maintenant à Métabetchouan, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est plus facile d'augmenter les entreprises que d'augmenter les individus, les municipalités. Fait qu'ils beurrent les entreprises comme c'est pas possible.
Juste donner un exemple, là, le chalet, je pense qu'il est évalué un petit peu plus que 500 présentement. Là. La taxe à faire nous amènerait à 9 500$ de taxe municipale. Dites-vous une affaire, c'est fosse septique, champ d'épuration et chemin privé. Oui, aucun service. Là. Aucun service municipal, là, ça serait 9 500$ de taxe municipale. Fait qu'évidemment, c'est un no-go là, de continuer avec Airbnb. S'il faut s'inscrire sur la CTQ, on va chercher 6 000 de revenus annuels, puis ça va coûter 4 500 de taxe municipale. Ça, on va arrêter de se mentir. C'est pas du tout pour une justification publique. Ça, c'est du protectionnisme des hôtels. En fait, le but, c'est qu'il n'y ait plus d'Airbnb au Québec. Là. C'est aussi simple que ça. Exact. Ce n'est que ça. Mais exact. Mais l'affaire, c'est que les gens vont embarquer là-dedans. Tu sais, des Airbnb, il y en a vraiment beaucoup. Là. La plupart des gens ne déclarent pas, ce qui est une gaffe, là, je pense. C'est ça. C'est en déclarant pas qu'on s'est attiré du trouble aussi au fil du temps. Là. Le gouvernement, ça les intéressait beaucoup trop de rentrer dans le secteur de marché à cause de ça, parce que le gouvernement ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Là, les gens, ils vont passer des annonces bizarres sur le Marketplace ou Kijiji, puis c'est ça qui va arriver. La conséquence de ça, c'est sûr. Il y a une armée de fonctionnaires qui se préparent à rentrer sur Airbnb cet été. Si tu n'es pas inscrit sur ITQ, c'est assez évident. En fait, je pense même que ça a commencé l'été passé. Est-ce que c'est passé déjà? Non, il est en discussion présentement, le projet de loi. Personne n'en parle. Moi, je suis tellement content. Là, je vais taquiner un ami ici, là, mon ami Yuri Chassin, qui était allé à la CAQ pour promouvoir un gouvernement plus efficace avec un climat favorable aux entrepreneurs. Quelle bonne je suis tellement content de savoir que ça aurait été bien pire s'il n'avait pas été là. Oui, à date, c'est un gros succès, son affaire. C'est malade. Mais je l'ai vu récemment avant de partir, puis je n'arrêtais pas de le taquiner. Je disais, je suis tellement content que grâce à toi, le déficit va se fermer 6 mois plus tôt que 2030. Je suis tellement content là, que. Mais juste pour le fun, comment il réagissait à tes taquineries? Écoute, je le taquinais avant aussi. Hein. Yuri était toujours. Mais c'est un bon Jack, on s'entend. Là. Un bon Jack. Écoute, c'est probablement une des rares personnes en politique que je suis capable de blairer, dans le sens qu'il n'est pas. Il prétend pas, en tout cas pas quand il est autour de moi. Il est tout à fait honnête, il dit clairement, il dit les choses sans bullshit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je pense que Yuri a vraiment l'impression que le devoir de l'économiste, c'est d'essayer d'améliorer les choses à la marge. Et je ne peux pas le blâmer d'avoir comme un idéal, de ne pas être aussi cynique que moi. Right? Je ne devrais pas blâmer quelqu'un pour ne pas partager mon cynisme. D'après moi, il va le devenir avant la fin de son mandat, par contre. Je ne pense pas parce qu'il était toujours optimiste dès la période qu'on était ensemble à l'Institut économique de Montréal. Il était toujours hyper optimiste de sa capacité de changer les choses. Puis chaque fois, il fait quand même des bons points. Tu sais, par exemple, on chignait un peu. Je disais, hey, t'as tellement changé de choses. J'ai dit, ouais, mais toi aussi, t'en as changé. Puis là, il me gossait sur le fait que. La taxe sur le réseau. Il y avait ça, il y avait la taxe sur le réseau, mais qu'on avait réussi à tuer le prix unique du livre dans le temps que les péquistes étaient au pouvoir, qu'on avait vraiment. Que notre bataille avait été tellement efficace que c'était mort au feuilleton. Parce que toute l'industrie voulait ça, puis après ça, il y a nous autres qui a commencé à foutre la merde. Est-ce qu'on a vu ça? Stupide. Hey, c'était ridicule. Mais c'est revenu, ça a été prouvé par après. Non. Non? C'est mort. C'est mort. Le prix unique du livre, c'est mort. Okay. On avait gagné sur une couple de petites batailles qui me soulignaient. Mais il y a quand même une petite réglementation. Le prix unique du livre, c'était tout le monde vendait le livre au même prix, c'est ça? Oui, mais tu n'avais pas le droit de faire des rabais sur les livres sur une nouveauté, plus précisément. Oui, mais c'est qui pense à ces crises de règlement? Vincent, quand j'ai publié mon livre, elle m'est arrivée avec ça, l'éditrice, que je ne pouvais pas baisser le prix en bas de tel montant à cause du prix unique du livre. Toi, tu ne peux pas. Toi, ça fait partie de ton contrat avec eux. Mais le détaillant principal, donc disons Walmart, lui, il a le droit. Ce que la loi voulait interdire, c'était que lui devait prendre le prix suggéré par l'éditeur. Okay. Alors que techniquement, il n'y a rien. Le détaillant peut. Toi, c'est tout à fait compréhensible, by the way, que tu ne veuilles pas faire ça parce qu'il y a un problème classique en économie, c'est le dilemme entre. Parce que techniquement, quand tu publies un livre, tu as un monopole parce que c'est le seul livre par Yann Sénéchal sur ce sujet-là, écrit de cette manière-là. Donc, il y a un dilemme pour l'éditeur parce que toi, ton point de maximisation de tes profits est plus bas en termes de prix.
ton prix qui maximise tes profits est différent du prix que maximise leur profit pour la maison d'édition. Donc, la maison d'édition préfère mettre un prix. C'est sûr, plus 5-10 des salauds. C'est pour ça. Mais toi, techniquement, ce que tu veux, c'est avoir une plus grosse cote, plus bas. mais un prix plus bas pour que la quantité augmente. Eux veulent un prix plus élevé pour maximiser parce qu'eux ont un coût plus important par unité de livre, si tu veux, que toi. Ben oui, parce que toi, tu ne fais pas faire l'impression, la distribution, ça coûte 3 la mise en main. Oui, mais c'est plus il augmente, plus tu vends de livres, plus les coûts marginaux augmentent. Right? Fait qu'eux, ils ne veulent pas en vendre. Vincent, eux, ils veulent pas en vendre puisqu'ils sont les seuls à avoir ce livre-là. Si tu mets le prix trop bas, j'ai crossé le système pareil, moi. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas trouvé un arrangement avec ton éditeur. La question, c'est que ton éditeur aussi, il va déterminer en fonction du volume que ton livre va. La demande, il faut aussi que les deux, si vous vous imaginez, c'est quoi la courbe de demande pour votre livre. Je l'ai vendu 6 000 par moi-même, là, juste comme ça. Là. Je les ai payés 3 piastres chaque, puis j'ai vendu 7,95. OK. Mais quand tu as négocié avec ton éditeur, tu lui as dit probablement c'est. Non, tu n'as pas dit ça, mais tu as dit c'est quoi que tu pensais que la demande serait. Lui, probablement, qui a accepté que tu allais faire un truc de même, sachant fort bien que le prix que lui, il s'était, lui permettait de maximiser ses profits. Il avait tellement bien lu le livre, puis il était tellement persuadé que ce serait un succès. C'est comment qu'il n'avait imprimé de livres quand il a 500. Donc, quand j'ai su ça, je lui ai demandé d'en faire 5000 que j'ai commandé, puis j'ai reçu à mon bureau, puis j'ai commencé à vendre par moi-même. Puis parce que je faisais du marketing pour vendre mes affaires, ça a stimulé le marketing en librairie aussi. Ça a créé des files d'attente, tout ça. Ça a fini avec 25 000 copies vendues et plus. Hein. Mais il trouvait vraiment que c'était un bon livre. Il en avait imprimé 500. Ça ne veut pas dire qu'il a bien compris le marché qu'il avait à faire face, mais quand vous avez fait l'arrangement, lui, il avait quand même... Le point, c'est que lui, il préfère mettre un prix plus élevé que toi, ce que tu aurais voulu. 19,95, ça prend 90 minutes à lire. Je veux dire, c'était une arnaque. C'était vraiment une arnaque. Je comprends, mais lui, techniquement, puisque lui aussi il a un monopole avec l'entente avec toi sur ce livre-là, il préfère avoir un prix plus élevé. Puis ça, c'est un dilemme classique qu'on présente aux étudiants. Mais c'est un dilemme qui s'exprime très bien. C'est la dernière fois qu'il va avoir eu un monopole sur moi, qu'on ne se pas en tête. Il n'y aura plus d'éditeur jamais. Là. Ben, c'est fini. Ça, mettons de côté l'auto-édition, parce que ça complique un peu l'analyse. Là. Mais le point, c'est que quand le prix unique du livre était avancé, la logique qui était proposée, c'était que les maisons d'édition proposaient un prix, mais quand les gens allaient au magasin, ils achetaient, pour les petites librairies indépendantes, ils étaient attirés pour acheter, disons, le premier livre, mais ils achetaient aussi peut-être une fois un autre ou deux autres livres. Tandis que chez Walmart, ça tirait le 25 chez Walmart, de rabais, c'est pas compliqué. Avec le rabais, tu lui permettais aussi d'acheter d'autres biens à côté. Donc, pour eux, le rabais, c'était que tu attires la personne au magasin puis tu lui fais faire des ventes plus importantes dans d'autres domaines. Donc, tu fais du piggybacking entre tes produits. Puis ça, c'était la thèse. L'idée, c'était que là, ça attire des clients plus loin des petites librairies indépendantes. Les librairies indépendantes ont besoin de ça. Puis là, naturellement, l'exemple souligné, c'était que la France avait une loi de ce genre-là. Puis en France, quand on regarde... Mais en fait, c'est drôle parce que quand la loi qui avait été adoptée en France avec un prix unique était discutée, tu regardes le résultat, il y a eu la même baisse du nombre de librairies indépendantes que partout ailleurs dans le monde. Ça n'a pas sauvé des librairies indépendantes. C'est comment j'ai vendu de livres dans les librairies indépendantes? Aucune idée. Je ne suis même pas sûr que c'est 2000. Sérieusement, là, de toutes les librairies, là, les seuls qui ont embarqué dans le bandwagon, c'est Renaud-Bré et Archambault. On a été numéro 1 pendant 3 semaines chez Renaud-Bré Archambault dans les premières semaines de janvier, là, quand le livre est sorti. On en vendait en sacrifice. By the way, dans les librairies, dans les Renaud-Bré et Archambault de Montréal, il n'y en avait même pas. Parce qu'il me faisait le palmarès. David Descoteaux allait voir là, pour le fun sur l'île de Montréal. Là, puis ils ont toujours un palmarès de livres. Puis le livre numéro 1, qui était le nôtre, il n'était même pas capable de le mettre dans le palmarès. Parce qu'il n'avait pas dans les librairies. On l'en vendait juste dans la région de Québec puis dans la région de Trois-Rivières. Puis, en tout cas, c'était vraiment fascinant. Mais les librairies indépendantes, là, les ventes, ils venaient jamais de là. Puis David, c'est quand il a commencé de s'informer puis tout ça, pourquoi qu'il ne l'avait pas. Puis les librairies, ils levaient le nez sur le livre parce qu'ils disaient que c'était pas une personne connue qui l'avait écrit. Ils étaient juste intéressés par les personnes connues. Fait que finalement, là, les librairies indépendantes qui aident les jeunes auteurs à se développer et tout ça, là, c'est de la petite bullshit. Sérieusement, là.
Écoute, je n'en connais pas assez sur cette partie-là du marché pour faire un commentaire, mais Toi, l'idée. moi, seul, là. Non, mais ce que j'allais dire, c'était que si tu as besoin de passer du temps et de l'énergie à lobbyer, c'est probablement parce que ton talent d'affaires n'est pas investi dans. Ils savent pas comment vendre des livres. C'est Ben, l'enfer. non, c'est peut-être pas qu'ils ne savent pas comment, c'est que s'ils savent que la relation avec le législateur est plus importante que la relation avec le consommateur, ben, dans quoi tu investis? Tu investis à convaincre le législateur davantage que le consommateur. C'est simple de même. Tu as des talents managériaux à dépenser. J'ai probablement vendu à moi tout seul au moins 2 fois plus de livres que toutes les librairies indépendantes du Québec. Félicitations. Ouais. Rajoute à ça beau progrès. Rajoute à ça qu'en plus, c'est souvent des analphabètes technologiques là, qui sont dans ce domaine-là. Il y a un gars maintenant qui m'avait dit j'ai écrit un livre, veux-tu regarder si ça t'intéresse, peut-être en parler dans un podcast, etc. Fait que je vais voir sur le site de l'éditeur que je nommerai pas. Puis il vendait le livre aussi en format électronique. Ah, ils sont dégueulasses, leur format électronique. En fait, non, mais écoute, moi, j'étais sûr que ça allait être un genre de e-book ou un Kindle Edition ou je ne sais pas quoi. Le livre, en fait, c'est un PDF. Mais le PDF, il n'est pas sécurisé, il n'y a pas rien. Fait que moi, j'en réécris au gars, j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, est-ce qu'il y a t'as demandé à faire vérifier? Parce que si les gens downloadent ton PDF, ils peuvent le spreader après n'importe où, puis les gens vont se l'échanger. Fait que tu n'auras aucune vente par rapport à ça. Après, ça peut être devenir libre, pas libre de droit, mais ça peut aller partout sur Internet, les gens peuvent le télécharger. Puis là, il avait écrit à la maison d'édition, puis il ne savait pas trop de quoi il parlait. Là, en gros, c'était correct comme ça. Là. Puis là, j'étais comme, OK, mais eux autres, ils ont mis sur Internet, genre, mettons, à 8,95 ton livre à downloader. Puis ils ne s'occupent plus de ça. Il y a une personne qui paye 8,95 puis il est disponible for free everywhere. Oh, c'était bien correct. Là. Moi, j'étais comme, OK. C'est parce que, en plus, j'avais fait des vérifications. Tu as quand même des moyens, même en format PDF, de faire quelque chose, par exemple, avec un lien de téléchargement qui est valide, par exemple, pour juste un. Avec un mot de passe. Oui, un mot de passe. Il y a des mots de passe. Là. Moi, je veux dire, moi, j'ai un collègue qui fait ça pour les solutions de son livre de mathématiques pour ses étudiants, pour pas que les étudiants aillent l'acheter. Puis le mot de passe, en fait, ce qu'il fait, c'est. Il change à tous les ans. Il change à tous les ans. Fait que, puis, il faut que tu aies une adresse, il faut que tu confirmes que tu sois professeur puis que lui, il ait fait valider que tu étais professeur pour pas que les étudiants aient accès au test bank. Fait que c'est super. Mais c'est facile de faire des protections. Mais ouais, rentrons pas dans les maisons d'édition. L'idée, c'est que le prix unique du livre, le but, c'est de protéger les librairies indépendantes. Mais moi, ce que Yuri et moi, on avait souligné, c'était que quand tu regardes l'élasticité de la demande pour certains types de livres, les nouveautés, c'est les livres qui ont l'élasticité la plus forte. Alors que des livres, par exemple, des livres religieux, des livres de référence, donc des manuels scolaires, par exemple, la demande n'est pas super sensible. On se fout du prix, dans le fond. Ben, si tu es obligé d'acheter le textbook pour l'étudiant, l'étudiant va payer que ce soit 150 ou 215. Donc, par contre, les nouveautés, c'est hyper élastique. Puis ce qu'on avait réalisé, c'était considérant les élasticités plus ou moins documentées, qui ont l'air d'être pas mal consistantes internationalement, si tu augmentais le prix, si tu enlevais les rabais en moyenne étaient à peu près 10 ben, c'est-à-dire que tu augmentes le prix de 10 en pratique, les ventes de nouveautés allaient se traduire par une baisse d'à peu près 14 des ventes. C'est vrai, le pire. Puis, hier, j'ai fait une dépense de livres, justement, j'ai acheté 3 recueils de BD. Puis ça, c'est toute la faute à Germain Belzile. Il m'a fait dépenser, Colin, ce maudit-là. Tu sais, il passe son temps à publier des petites BD de Calvin and Hobbes. Ouais. Puis il me faisait tout le temps rire. Fait que là, un moment donné, je me suis mis sur le groupe de Calvin and Hobbes. Puis je dis, c'est bien bon, ces affaires-là. Vraiment des petits messages de fun. Puis là, hier, je me suis décidé à acheter le kit complet de toutes les BD de Calvin and Hobbes. Puis il y avait 2 choix. Là, c'était Hobbes, excuse-moi, pas grave. Il y avait 2 choix. C'était relié ou ben non, vraiment comment qu'on a le rigide, le hardcover. Hardcover, c'est ça. Ben, j'ai pris le hardcover, même si c'était 70$ de plus. J'ai dit, c'est vraiment con ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. J'ai dit, c'est vraiment des beaux livres. Là. Puis j'ai dit, je vais les acheter, puis je vais faire lire ça à mes kids éventuellement plus tard aussi pour apprendre l'anglais et tout. Mais crime, c'est vrai, on dirait des affaires un peu plus vieilles
que tu sais que ça va être bon, parce que je suis sûr à 100% que je ne me suis pas trompé. Je m'en foutais vraiment du prix, sérieusement. Oui, il y a des livres comme ça, mais les nouveautés, par contre, parce que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr à 100%, tu n'as pas eu le temps d'explorer, ça n'a pas eu autant d'appréciation, c'est beaucoup plus sensible. La demande est beaucoup plus sensible au prix. Puis ce qu'on trouvait, c'était comme les rabais s'appliquaient sur les nouveautés. Tu te retrouvais avec des ventes, des baisses vraiment importantes des ventes potentielles qui allaient se faire. Moi, ce que je me souviens, c'était que ça avait été drôle parce que Yuri avait été vraiment bon. L'IRIS avait sorti son étude et disait les chiffres de l'Institut économique de Montréal sont trop généreux. Les baisses ne seraient que de 6 pas 14 Il y a un débat avec le gars de l'IRIS. Puis l'autre, il pensait qu'il avait fait un knockdown, puis j'étais là. Premièrement, il a tort. Là. Moi, j'étais là, il a tort. Je veux dire, il utilise des drôles d'élasticité. Il ne sait pas comment mesurer ça. Puis Yuri, il dit oui, parce que moins 6, c'est tellement mieux que moins 14. Hein? Je veux dire, on veut que les Québécois lisent plus. Fait que moins 6, c'est ça qu'il faut. Puis il avait dit ça dans un débat avec le gars de l'IRIS à radio. Le gars de l'IRIS, il n'était même pas capable de répondre. Yuri avait un sens de la réponse. Mais pourquoi ces gens-là vont défendre des affaires de même? Je veux dire, ça nuit à tout le monde, cette patente-là. Je veux dire, c'est... Non, c'était supposé des petits libraires. En fait, ce qui était encore plus drôle, Yuri avait été vraiment baveux. Il ne lâchait pas. Puis Germain aussi était baveux. On avait découvert que les libraires disaient non, il n'y aura pas d'effet de la réduction des rabais, donc l'augmentation des prix sur la consommation. Un an avant, ils avaient demandé une exemption de la TVQ sur les livres, disant que de permettre le prix de baisser à l'augmenter. Tu avais Germain, je pense que tu peux trouver qu'on avait de la commission parlementaire, moi puis Germain. Tu as Germain qui sort ça. Le ministre Coteau, il dit c'est ça que les libraires nous disent. Oui, les libraires ont aussi dit la même chose à l'envers, mais là, ils avaient une conclusion différente. Puis Yuri, mais Germain était baveux, là, mais baveux. Il y avait varlopé à toute fin pratique le Macaque Auto dans le temps, qui était le député et ministre de la Culture. Il l'avait varlopé, puis incroyable. Vraiment, ça avait été le fun. Ça avait été une des victoires que je peux dire que j'ai eues professionnellement en termes de bataille. Même si ce n'était pas mon objectif, même si j'étais sûr qu'on allait perdre. J'étais allé en bataille, là, happy warrior, knowing full well I was going to lose. On n'a pas perdu. On a gagné. Puis j'étais encore surpris de celle-là. Puis j'ai appris plein de choses, en fait, sur l'industrie du livre. Puis il y avait une chose, par exemple, qui est rarement soulignée, mais quand ils rapportent les chiffres de livres vendus au Québec, ça n'inclut pas Amazon. Non. Ah non, OK. C'est pas ça. Ça, c'est une désastre. C'est marginal encore. Honnêtement, c'est marginal Amazon parce que un moment donné... mais attends une minute, tu dis c'est marginal, mais ça a quand même un gros effet, même si ce n'est pas une tonne des livres vendus. Parce que le point qu'eux, ils disaient, c'est que regarde, la lecture au Québec est en baisse. Tu vois, Amazon. Si tu exclues Amazon, mais tu ajoutes, disons, tu fais des estimés vraiment conservateurs sur la proportion de livres qui sont vendus par Amazon, tu n'as aucune baisse. C'est clair. Même si c'est marginal, c'est juste que ce que tu vois, c'est que tu te déplaces d'une source mesurée vers une source non mesurée. Fait que tu as l'impression que ça diminue, mais alors qu'en réalité, c'est que du déplacement. C'est vrai que le Québec est l'une des provinces où la lecture est la plus faible. Mais ça, on mesure ça comment, ça? La lecture, c'est un livre, dans le fond? Il y a des manières de le mesurer. Fait qu'il y a des enquêtes comme, par exemple, on pose la question, combien de livres as-tu lu cette année? Combien de livres as-tu acheté cette année? Le Québec. Regarde juste sur Goodreads, Frank, comment il y a peu de Québécois là-dessus. Je ne sais pas si tu connais ça, Vincent, Goodreads, mais je veux dire, le réseau de francophones sur Goodreads, c'est minime. Là. On connaît presque personne dans nos amis Facebook qui sont là-dessus, tandis que quand tu regardes du côté anglophone, bien évidemment, il y a du monde là-dessus, c'est juste l'enfer. Là. Je veux dire, un auteur qui néglige la performance de ses livres sur Goodreads, il est complètement dans le champ. Au Québec, tu parles de Goodreads à tout le monde, puis personne ne sait c'est quoi. Là. C'est vraiment une catastrophe ici. Là. Non, mais mon point que je voulais dire, c'est que la lecture, c'est pas juste des livres. On a une vision, non, effectivement, mais eux, c'est sur la prémisse que c'est la chose que tu peux plus facilement mesurer. Là, ça n'inclut pas les choses en ligne. Là, j'essaie de trouver, parce qu'on en parle, je cherche les statistiques sur
la lecture au Québec. Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression que dans le contexte moderne où on est, le contemporain où on est, il y a de moins en moins de gens qui lisent des livres, surtout des livres longs, mais il y a beaucoup de gens qui consomment des articles, qui vont lire des livres en audio, qui vont... Oui, exact. Ben, prends juste moi, par exemple, ma consommation de livres audio annuelle est extrêmement élevée. Puis c'était du temps que je passais plus en livre. En fait, non, c'est pas vrai. J'ai augmenté mon temps de lecture avec l'audio parce que je devais lire à peu près 8 à 10 livres par année du temps que je faisais juste lire. Puis depuis que je suis passé en audio, on est plus entre 30 et 40 livres par année de mon côté, là. Fait qu'à quelque part, sérieusement, l'audio, mais c'est-tu considéré comme la lecture ou c'est pas considéré comme la lecture? C'est un gros point, là, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est bon, les livres audio aussi. Je suis en train d'en lire un présentement. Bon, un livre un peu de gourou financier, The Power of Broke. Mais la première chose qu'il dit au début du livre, c'est le gars, il s'excuse. C'est un gars qui a fait Shark Tank aux États-Unis. Là. Il dit je m'excuse, là, c'est pas moi qui vais le lire au complet, mais je suis dyslexique. Fait que je peux pas, j'ai pas la capacité de lire le livre au complet. Mais by the way, je suis content que vous le lisiez en audio parce que moi, c'est la seule façon que je lis maintenant. Parce que comme je suis dyslexique, j'ai toujours détesté lire, mais maintenant que les livres audio existent puis que je sais que ça existe, ça a révolutionné ma vie. Puis j'ai accès à plein de livres que j'aurais pas eu accès avant. Là. Fait que ça, c'est quand même cool. De ce côté-là, ce qui s'est passé avec les Audible de ce monde, c'est vraiment spectaculaire. Puis ça a été tough aussi. Même nous, notre livre, là, on s'entend, on parle d'un best-seller. Là, on parle d'un livre que si tu le mets en vente, ça va pogner. Il n'était pas censé être audio tout notre livre. À un moment donné, c'est moi qui ai écrit à l'éditrice. Là, je dis y a-t-il une copie audio prévue? Elle dit non. Ben, c'est parfait. Moi, je me trouve quelqu'un, j'engage quelqu'un pour faire le livre audio. Elle m'a chargé, je pense, 3 500 $ pour faire ça. Je réécris à l'éditrice, je dis « Hey, by the way, j'ai trouvé ma personne, elle va faire mon livre audio, ciao, bye. » Elle dit « Hey, c'est pas de même, ça marche. » Je dis « Comment ça, c'est pas de même, ça marche? » Je me dis que tu le faisais pas, moi, je le fais. Elle dit « Ouais, mais c'est nous autres qui a les droits, tout ça. » Ben, je dis « Chris, fais quelque chose, là, parce que moi, je le veux, le livre audio. » Elle dit « Ben, OK, on va t'arranger de quoi, mais on n'a pas le choix de passer par quelqu'un qui a sa carte UDA. Je peux pas prendre la fille que tu avais trouvée. » Mais ça n'en est pas. Ma ça, pression sanguine a augmenté. Là. Non, mais sérieusement, depuis tantôt, excuse de te couper, Yann, mais depuis tantôt, ça revient à ce qu'on parle depuis le début. Là, Vincent, quelqu'un qui a des petits moyens puis décide d'écrire un livre puis qui veut avoir un certain succès avec ça, il y a tout le temps quelqu'un pour y sacrer un sabot de Denver après son projet. Ah, exact. Mais en même temps, ils ne sont pas habitués de faire affaire avec des auteurs entrepreneurs. Moi, je pense. Ça n'a pas bien été, les relations entre moi et mon éditrice, honnêtement. Elle a même passé dans le bureau un moment donné pour me demander de changer de ton quand je parlais au monde. Là. Mais j'ai dit, Chris, vous n'êtes pas capable de vendre des livres en vente, moi, sacrément. Mais tu sais, t'es tellement délicat, Yann, en général. Très poli. T'es d'une douceur absolue. T'es doux, t'es compréhensible, tu t'arranges pour jamais écœurer le monde. J'ai toujours été poli dans ce processus-là. C'est qu'ils ne sont pas juste habitués de se faire brasser par quelqu'un qui va vite un peu. T'sais. Non, mais tu n'es jamais mal commode. J'ai pas dit que t'étais. Je vais enlever ça, excuse-moi. Tu es toujours poli, mais tu n'es jamais mal commode. Hein? Non. Tu es un ange, Yann. Oui. Tu es un paragone de la douceur. Oui. OK. Quand c'est le temps de faire de la business, tu prends une décision, tu avances, sacrifice. Là. Moi, d'arriver puis d'envoyer un courriel puis de me faire répondre une semaine après, c'est inacceptable. Là. Pas quand je te fais faire au moins 90 000 $. Hein. Un moment donné, mais juste, là, je vais revenir sur le pourcentage de livres, c'est ça que je cherchais. Tu prends les provinces, donc lecture de livres imprimés ou numériques, pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant lu au moins un livre. Le Canada, c'est 77 Colombie-Britannique, 82 Alberta, 82 Saskatchewan, 75 Manitoba, 80 Ontario, 77 Nouveau-Brunswick, 70 Nouvelle-Écosse, 79 Île-du-Prince-Édouard, 78 Terre-Neuve et Labrador, 73 le Québec. 73 pour les néophytes. 73 pour le Québec. Fait okay. on était, comme les néophytes. Non. Ça doit être des faux chiffres parce que nous autres, on est tellement plus à l'avance que les autres provinces. Là. D'ailleurs, notre modèle fait l'envie de tous. Là. Fait que moi, je crois pas à ça du tout, là, ces chiffres-là. Là. On est pas mal target, là, de ce que je comprends. On n'est pas à queue tant que ça. Là.
Non, on n'est pas tant à la queue, mais on est dans le bas du peloton. Là, écoute, c'est toujours le fun quand le Nouveau-Brunswick. Écoute, le Nouveau-Brunswick, soyons honnêtes entre nous, entre vous et moi, c'est notre Mississippi à nous. C'est toujours. Parce que la joke aux États-Unis, c'est Thank God for Mississippi. Quand tu es 49e dans le ranking, tu sais que le 50e, c'est le Mississippi tout le temps. Fait que tu te dis, au moins, je suis pas. Thank God for Mississippi. Comme ça, tu ne peux pas dire que tu es le dernier. Donc, la joke, Thank God for Mississippi, notre équivalent canadien, c'est Thank God for New Brunswick. C'est dire que, parce que, par exemple, tu remontes, disons, au début du siècle, tu regardes les provinces avec les plus bas taux d'alphabétisation. Toutes les provinces avaient des taux très élevés d'alphabétisation. Le taux d'analphabétisation le plus élevé était donc le pourcentage de gens qui ne savaient pas lire ni écrire. C'était genre le Nouveau-Brunswick, suivi de très près par le Québec. Mais d'après moi, au Nouveau-Brunswick, c'est la partie anglophone qui faisait augmenter le chiffre. Oui, probablement. Probablement, parce que les Acadiens étaient solidement plus pauvres que les Québécois francophones. Donc, il y avait clairement un effet, mais même là, tu sais, quand les gens parlaient du prix unique du livre, on monte vraiment loin en arrière, je pense qu'on monte à 2013. L'effet du prix unique du livre, c'était vraiment que ça allait réduire la lecture au Québec. Donc, le résultat, puis quand on écoute, c'est une mauvaise compréhension d'économie. Je me rappelle toujours de l'exemple que Denis Julien avait sorti à un moment donné dans un discours à Adéquis. Écoute, ça date, là. Mais il avait fait vraiment... Hein? Adéquis? Tu sais, le parti à Mario Dumont dans le temps qui se servait un peu de sa tête, là. Non, avant, ça, c'était-tu avant qu'ils fusionnent avec l'autre parti comme la CAQ puis qu'ils allaient avoir une influence très, très claire sur les politiques privées, comme par exemple le privé en santé. Là, puis que le projet pilote de l'hôpital privé là, qu'il avait promis. Oui, puis qu'il allait avoir des grosses baisses d'impôts, puis de la déréglementation. Oui, c'est parti là. Hein. C'est ceux-là. Ils n'étaient pas supposés changer toute l'autre partie. Oui, les Éric Kerr a eu beaucoup d'influence. Oui, Éric Kerr, c'est pas le temps. Tout changé. Hey, Éric, le gars qui a réussi à montrer que j'avais tort de la manière la plus éloquente possible en perdant l'élection, que c'est possible qu'un vote compte. Gilles Taillon. Aïe, man, on était là-dedans les deux. T'avais les mains là-dedans, la course à chefferie, toi? Non. Ouais, ça, c'est dans le temps que j'étais naïf. Mais t'avais les mains dedans dans le temps. Oui, je pensais que... En fait, j'avais fait campagne pour Éric Kerr. J'avais été un de ses conseillers. Puis Éric était tellement... Moi aussi, pour Éric Kerr, c'est tout moi qui faisais l'infrastructure de téléphone, d'aller chercher les signatures, tout ça. J'étais avec Joanne. Puis... Il était tellement maladroit, puis tellement... L'équipe à Éric était sharp, pareil. Hein? Oui, il y avait une bonne équipe, mais la manière dont il a traité l'équipe, je peux dire pertinemment qu'il y a 3 de ses conseillers qui n'ont juste pas été votés à la fin. À la fin, c'était dégueulasse. Il était vraiment déplaisant. Il était tellement convaincu qu'il allait gagner qu'il a commencé à agir comme s'il allait gagner. Il s'est mis à promettre des jobs à du monde. Puis je peux dire pertinemment que je ne vais pas nommer la personne, qu'un de ses conseillers très proches, qui était supposé voter pour lui, appelons-nous le détail important, qu'il a perdu légalement par un vote. Il y avait un vote qui changeait puis il gagnait. Là. Ça devrait tout dire, right? sur la difficulté qu'il a vécue. 3 de ses conseillers, 3 des personnes les plus proches de lui ont pas été votés. Sérieux, il devait tellement être heureux, là, ces 3 personnes-là, après. Là. C'est comme une victoire incroyable là, de savoir que la personne a perdu par 1 et tu n'as pas été voté. C'est à cause de toi. Mais tu sais, en même temps, dans cette course-là, là, on va venir loin. C'est n'importe quoi, cette course. Effectivement, mais il y avait un gars que tout le monde a oublié maintenant, qui était Jeff Plante. Ah non, je m'en rappelle. Jeff Plante, ceux qui ne le savent pas, c'est un animateur de radio de Montréal qui avait été conseiller municipal, qui était vraiment à droite, mais de la droite quand même assez respectable dans le sens qu'il était pro-immigration, il était juste, tu sais, comme pas très délicat, puis il était un peu combatif. Mais au final, tu sais, c'était pas trash, mettons. C'est comme ça que je le disais. Ah non, mais c'était pas super sérieux, mais c'était pas trash. C'est ça.
Mais tu sais, au final, il y avait quand même une fraction d'adéquistes assez importante qui était. Puis je veux dire. On avait des bons amis là-dedans. On avait des bons amis avec lui. Puis il a tout fait pour les aliéner, alors que techniquement, je veux dire, la plupart des gens qui étaient. L'affaire, c'est que Plante n'avait pas réussi à avoir assez de signatures, il s'est lancé trop tard, puis il n'y avait pas une grosse machine. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient fans de lui. Puis la réalité, c'est qu'il y avait plein de candidats, de gens qui étaient, par exemple, d'équipe CAQ qui auraient voté si. Honnêtement, je veux dire, je ne tripais pas tant que ça sur son attitude en général, mais c'était pas exactement une grande distance idéologique qui nous distinguait. J'aurais probablement voté pour lui. Je n'étais pas une des 3 personnes, en soit dit en passant, qui n'a pas voté à cause de la chefferie. J'avais voté. Je veux dire que j'avais fait mon vote. Fait que c'est vraiment dans le temps que tu étais naïf, ça. Oui, j'étais vraiment naïf. Mais tu sais, écoute, au final, c'est vraiment la seule élection que je sais que j'aurais pu déterminer le résultat de l'élection si j'avais pas voté ou si j'avais voté pour l'autre. On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REER, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne études des enfants, les assurances vie, assurances invalidité. Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votreconseiller.net. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci.